en 94. Et là, j'ai vraiment été confronté à l'inutilité de ma position de photojournaliste. C'est-à-dire que l'ampleur de cet événement était absolument il était absolument impossible de l'enregistrer, ne serait-ce que de l'enregistrer. Je ne parle même pas de restituer, de faire passer quelque chose, mais d'enregistrer. C'était pas possible. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Quand on a fêté le 10e anniversaire, en 2004, j'y suis retourné uniquement pour cette raison, uniquement pour essayer de combler, mais sans aucun espoir d'y parvenir, une sorte de manque. Voilà. Et donc il y a des images qui sont sorties de ce travail? J'ai fait une image à cette occasion-là, oui. Parce que je me posais la question, combien d'images habitent derrière des images de ce type, tu vois, des images de travail forcé, du voyageur clandestin, du génocide. Tu vois, est-ce que cette image contient quelque chose de ce génocide au Rwanda, par exemple? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un substrat quand même qui est opérant, tu vois? Écoute, je ne sais pas. Évidemment, j'ai sûrement pas atteint la pureté d'un esprit sans passé, sans conscience. Je n'ai pas atteint ce niveau de légèreté, pourtant c'est celui que je recherche. Donc je dois forcément être habité par quelque chose, par des expériences passées, par des images, d'autres images, évidemment. Des images des peintures, je ne sais pas. Non, parce que c'est la notion d'expérience. Quand tu parles de l'expérience qui me fait venir sur cette question. Je parle de l'oubli de soi. Oui, tu parles de l'expérience, c'est-à-dire, tu dis les moments fondamentaux de l'image et de l'expérience. Oui. Alors je me demande si cette expérience, pour qu'elle soit reconnaissable en tant que telle, elle doit déjà être une figure. Donc elle doit pouvoir être déjà habitée. Donc à un moment donné, peut-être elle a déjà été habitée. Donc quand elle arrive maintenant, tu la reconnais comme une expérience. Est-ce que, tu vois, je me demande s'il n'y a là pas une question d'image ou d'expérience. Je ne sais pas, je me suis sans doute pas bien exprimé, parce qu'il est presque impossible de parler correctement de ces choses-là. Mais, parce que quand on utilise le mot expérience, on semble faire référence à l'expérience de l'homme, à quelque chose, je ne sais pas comment dire ça. Moi, je parlerais plutôt de disparition, ou d'oubli de soi, mais je préfère le mot disparition. Quand Michael parle de Courbet, et quand il parle de la façon dont Courbet avait de rentrer dans ses peintures, alors ça me parle énormément. Alors non pas que je me sente dans un processus similaire, il est très très différent, parce que Courbet, c'était cette espèce de montagne d'existence qui ne songeait qu'à exister dans le monde. Moi, c'est plutôt tout l'inverse, je cherche à me dissoudre. Mais il y a un mouvement qui est peut-être parallèle quand même. Je voulais revenir sur ça, parce que quand tu parles de quelque chose qui revient, qui charge les figures, c'est une espèce d'épaisseur temporelle. Et donc je pense toujours aux choses qui sont écrites autour de ces types d'images. Il y a, je pense un peu aux choses je crois qu'on connaît un peu tous. Je parle du gouvernement sur la Madone de Bentala, etc. Et il y a toujours, là, quelque chose que je trouve intéressant. D'après moi, c'est assez convaincant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui revient, une mémoire visuelle qui forcément revient, surtout quand tu choisis d'écrire un tel format et une telle situation aussi d'exposition pour des photos comme ça.
Donc, l'homme endormi, oui, je dis qu'il est endormi, mais évidemment, il y a des images qui sont aussi liées à la peinture. Et ce n'est pas question de voir quelle peinture, quel tableau, ce n'est pas du tout ça. Mais il doit y être une mémoire visuelle qui travaille peut-être dans les choix de ton œil, mais sans doute qui me fait travailler moi comme spectateur. Je ne sais pas si c'est une expérience, mais c'est un travail. Devant, je crois, devant un format comme ça, dans une situation comme ça, l'homme endormi de Dubaï, ça m'amène à faire un travail. C'est-à-dire, il y a une figure de cadavre qui revient, je suis forcée de me concentrer sur le fait qu'il y a des lignes, des empreintes qui traversent ces corps. Donc, d'une certaine façon, pour moi, c'est aussi encore écrasé. Ce n'est pas littéralement écrasé, mais... Alors, je me demande aussi si cette chose que tu appelles disparition, c'est aussi, comme une espèce de faciliter le revenir de cette émotion, l'accès de cette mémoire visuelle à travers ces photos, et comme ça, de forcer moi, comme spectateur, à faire un travail qui, d'une certaine façon, rend justice à cette, je ne sais pas comment dire, mais rend justice à cette scène, rend justice à cette expérience qui peut lui donner l'impression, je veux dire, qu'elle mérite, le travail qu'elle mérite. C'est quelque chose comme ça, ou ça peut être... Oui, mais moins l'intention. C'est ça, mais moins l'intention. Parce que s'il y a intention, l'entreprise ne peut qu'échouer. Donc c'est ça, la disparition, mais sans aucun but explicite. Donc pour moi, c'est plutôt le contraire de l'intention. Je crois qu'on est... Je ne sais pas que c'est... Bon, ça dépend aussi un peu de paradigme auquel se réfère, mais pour moi, vraiment, il y a une mémoire qui traverse les textes et qui traverse notre mémoire, notre façon de voir le monde, de produire une image, de la recevoir, qui vraiment est l'intention de... Je dirais l'intention de l'œuvre, l'intention de l'image elle-même, si ça a un sens de le dire, pour moi, ça a un sens. Mais c'est vrai qu'il y a une mémoire complexe, une temporalité complexe qui travaille là. Et les grands formats, c'est d'après moi, mais je ne sais pas, c'est une façon de faciliter ce travail temporel. Oui, il ne faut pas oublier que les peintres aussi travaillaient d'après nature, d'après la réalité. Donc quand on dit d'une photographie qu'elle ressemble à telle œuvre picturale, on peut aussi imaginer que tel corps humain dans telle position donnée donne des résultats semblables, qu'il soit peint ou photographié à des siècles d'intervalle. Et c'est particulièrement vrai ça quand on pense aux similarités qu'on peut trouver par exemple entre la peinture religieuse et certaines scènes de photographie de guerre, que ce soit une Madone comme celle du photographe algérien ou d'un soldat mort qui ressemble à un Christ. Alors oui, on va dire le photographe imprégné de cette culture picturale a reproduit sans le vouloir mais quelle spécificité de la photographie? Ah ben c'est le rapport au réel. La spécificité, c'est un cadre qui est donné de manière théorique ou abstraite, mais le but ultime de la photographie n'est jamais complètement atteint. Il s'agit d'une présence absolue qui n'a pas de destination, et voilà. Mais le fait je pense que je ne serais pas d'accord sur la réponse que tu viens de donner. Je ne serais pas d'accord, non pas sur le contenu, mais sur un mot. Quand tu dis une image qui ressemble à un tableau. Moi, je pense que ce n'est pas une ressemblance, c'est une image qui contient une autre image. L'image précédente est comme une fonction mathématique. C'est comme un révélateur de l'image que tu vois. Elle n'est pas semblable. Si je pense à ton soldat afghan, par exemple, pour moi, il y a derrière, dans ma culture, par exemple, il y a derrière une image de Poussin, de
pas, endormi, Narcisse. narcisse endormi, Mhm. qui est les vecteurs. C'est-à-dire qu'une fonction mathématique qui me révèle une particularité de ce corps, qu'elle n'est pas simplement le cadavre d'un soldat. C'est un cadavre d'un soldat ailleurs que dans ces lieux précis du déplacement, Oui. du déplacement depuis ou de la guerre. Tu vois. Et c'est pour ça que je ne pense pas que c'est une ressemblance, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a derrière, mais une fonction. Oui, oui. C'est comme une fonction d'un algorithme. Donc à un moment donné, il y a derrière un algorithme qui déchiffre, qui ordonne, qui me redonne des coordonnées de visibilité. Mais je suis d'accord, ou plutôt j'aime bien cette possibilité-là, ce que tu dis là et cette possibilité-là. Oui, j'aime bien cette façon de voir les choses, plutôt que dans les termes de référence. Oui, parce que la référence des coûts devient un poids. Exactement. Exactement. Et je crois que je reviens vraiment toujours à cette question de l'intentionnalité. Parce que ça, c'est vraiment ce qui appartient proprement à la photographie, cette possibilité de faire quelque chose sans intentionnalité. Et je crois que moins on est chargé d'intentionnalité, plus on a de possibilités plus on donne des possibilités à l'image d'avoir des strates, des niveaux de lecture, de richesse. Le titre est une strate supplémentaire. Le document est une strate supplémentaire. Qui fait apparaître tellement de réel, pour le coup, que ça enlève peut-être pour l'appropriation. Je pense que quand on décide de mettre une image, vraiment cet objet très lourd au mur, on accepte l'idée qu'on va se donner la chance de l'appréhender, de le regarder sur une période de temps pas forcément courte. En tout cas, on a une relation à l'image bien différente de celle qu'on peut avoir avec un écran d'ordinateur ou une page de magazine. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Les différents niveaux de lecture peuvent apparaître. Pour revenir sur cette question d'intentionnalité, est-ce que je comprends maintenant un peu la question du grand format, le fait de la présence et que le travail c'est un fait de transfert, la situation où vous étiez à la grande image, transférer à la personne qui est au spectateur qui regardera l'image. Mais est-ce que, avec la taille de l'objet que vous fournissez, les endroits que vous fournissez, les galeries, c'est quand même des endroits extrêmement chargés d'intentionnalité, justement, et donc il va y avoir du quiproquo. Dans ce cas, vous dites tant pis, ou vous essayez de le gérer, ou quoi, je sais pas si c'est ce que je veux dire. Quoi. Ouais. Il n'y a pas de contexte absolument neutre, ça n'existe pas. Mais disons qu'avec le mur blanc d'un musée, pas de galerie, j'ai pas de galerie. Donc je ne peux pas parler de l'expérience de la galerie, mais avec le mur d'un musée, moi je crois que le contexte est moins présent, moins pesant que la page du magazine. Et donc on n'a pas le droit de dire que vous avez un sujet. Pourquoi pas? Le sujet, c'est très important pour moi d'avoir un sujet. Je pense que c'est très important en fait. Et de plus en plus, je me pose cette question du sujet. De plus en plus, je suis désemparé face à cette question. Vraiment désemparé. Je me demande quel est mon sujet vraiment. Et une différence. Intentionnalité et sujet. Parce que je pensais que moi je pouvais les mélanger. Ah oui, oui. C'est deux choses distinctes. Oui. Il me semble que la question de la légèreté que essaye de nous expliquer, ça m'a fait penser à une aspirine du Sud-Dallo, quelque chose de ce type-là. C'est comme si tu arrives sur les lieux et tu voudrais être une aspirine qui se mélange à l'eau idéalement, oui. Et la pensant comme ça, elle pourrait sembler une espèce d'attitude, comment dire,
d'être dedans et d'être dehors en même temps, c'est une espèce de seuil. Mais ce qui me semble plus frappant de ce que tu poses, quand tu te poses dans ce thème-là, c'est que tu exclus toute analyse aux mémoires culturelles d'analyse socio-marxiste, disons matérialiste, dans lesquelles les figures que tu photographies par exemple, seraient les résultats d'une condition. Il semble que tu veux absolument te tenir à distance d'une analyse sociologique ou économico-politique de cet ordre-là. Est-ce que ça, c'est une intention de cette mise à distance, absolument, oui. Et je pense que je suis absolument réfractaire à l'idée du commentaire plaqué sur la photographie. Je veux dire, l'idée de l'artiste plaquant un commentaire. Après que des gens, des spectateurs, évidemment, plus il y en a des commentaires, mieux c'est. Mais je pense que dans le cas de la photographie, le commentaire est va nécessairement de pair avec une réduction de l'œuvre produite. Donc je pense que l'image est efficace si on lui donne une chance de parler. Et pour que cela puisse arriver, il faut que moi je me retire. Donc je me retire. Je ne suis là que pour porter mon appareil photo. Et enfin, ce que j'ai fait dans les années 90, l'expérience avec le portrait automatisé dans les photomatons ou dans le métro, la machine sentimentale que j'étais devenu, c'était vraiment des expériences qui allaient dans ce sens-là et qui, je les vois maintenant comme ça, en tout cas, me préparaient à arriver à cet endroit-là. Mais j'ai amené ici une petite phrase de Kafka que ça serait trop faible de dire que je l'aime beaucoup. Parce que je pense qu'elle définit complètement mon rapport à la réalité. Donc je vous laisse la lire. Ça me fait penser, mais évidemment c'est beaucoup moins beau et profond, mais à une phrase de Robert Bresson: « Sois sûr d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par l'immobilité et le silence. » J'aime bien cette phrase parce qu'elle est elle est très opérationnelle pour un photographe. Sois sûr d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par l'immobilité et le silence. Évidemment, Bresson pensait à l'immobilité et le silence de ses acteurs, de ses modèles, comme il disait. Moi, je pense à mon immobilité et mon silence. Et le monde est enfin le réel, pas le monde, mais le réel, disons, ce que j'ai autour de moi est dans une sorte de révolution autour de moi et il me suffit d'être dans cette fixité-là et ce silence-là pour parvenir à ce que je cherche. Mais il y a une chose intéressante, je ne sais pas si je me trompe complètement, mais dans cette photo, la dernière photo, voilà. Celle-ci ? Oui, mais mettez-la entièrement. On a comme l'impression qu'on a une espèce de trépied sur la gauche. Pardon. Et qui fonctionne ouvrir là sur la... Oui, c'est pour prendre des relevés. On a l'impression que c'est comme une espèce de mise en abîme d'une machine photographique qui photographie un linceul avec un corps devant là, qui serait comme une espèce d'énorme agrandissement iconique d'une idée qui circule et dans laquelle nous circulerions en tant que spectateurs devant le grand format de 3D et qui serait un aller et un retour de la photographie à son sujet et qui devient à la fois sujet et objet de fanfare et nous qui circulons dans ce terrain parce que s'il faut bouger devant la photographie, ce qui est en temps réel, cette machine photo, elle aussi s'agrandit et c'est comme si nous avions...
Oui, j'aime bien cet effet de miroir avec cet appareil de mesure. Et le corps couvert de l'instant. Et nous circulant entre ça, comme une espèce de transfert, si tu veux, c'est une strate de superficielle. Excusez-moi, moi j'ai une question par rapport à une photo qui me semble juste derrière celle-ci, du cortège palestinien. Celle-ci? Ouais, avec tout ce que vous venez de nous dire, avec les informations que vous avez données à propos de cette photo, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de parallèle entre votre approche simplifiée, de manière simpliste, vous mettez en condition extrême pour disparaître, vous avez dit, pour atteindre ce niveau de disparition et atteindre un certain climax qu'est la photographie. Et cette espèce de chose, je ne sais pas trop comment l'appeler, je la retrouve un peu ici. Vous nous avez expliqué que ce cortège se regroupe régulièrement au même endroit, sans vraiment d'objectif précis, et qu'il y a une sorte de montée en puissance de tension qui aboutit à un événement, la mort de quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même forme, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout à l'heure, vous parliez de présence absolue. Là, ils viennent chercher quelque chose dans l'absolu, mais ils ne vont pas le trouver dans l'immédiat, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas l'expliquer. Et c'est drôle finalement comme les images restituent peu l'expérience, parce qu'en l'occurrence, pour moi, cette image n'est pas du tout significative du type d'état que je recherche. Il se trouve que j'ai photographié les intifadas successives depuis la première en 88. Ça fait donc 20 ans que je vais dans cette région du monde assez régulièrement, une fois tous les 2 ans, une fois tous les ans, pour y photographier les derniers développements. Et que des manifestations de jeunes Palestiniens face aux soldats israéliens, j'en ai photographié vraiment beaucoup. Et que d'une part, et que d'autre part, je connais également la nature rituelle de ce type d'événement. La nature théâtrale. Dès qu'il y a un événement, vous courez à cet événement pour vous mettre en condition, j'ai l'impression, pour dépasser le témoignage, mais atteindre quelque chose qui se fige par vos photographies, qui se cristallise dans vos photographies. Non, il n'y a rien de rituel dans ma démarche. Rien d'ailleurs de calculé et d'ordonné. On ne pourrait parler que d'improvisation, de confusion, d'absence de logique, mais rien de rituel. Mais tout de même, vous allez vers l'événement, vous êtes attiré d'une certaine manière par votre expérience de photographie. Il y a un schéma qui se reproduit peut-être. Voilà, c'est ça exactement, je parle de schéma. Oui, mais pas de rituel en tout cas. Et donc, en fait, pour moi, ce type de situation, c'est quand je photographie une situation comme celle-ci, même si je sais qu'à un moment, il y a forcément un mort dans la journée, je ne suis absolument pas dans un état de tension, dans un état, disons, de tension au réel. Ça relève presque de la routine. Et ce qui m'intéressait dans cette situation-là, c'était d'exercer une sorte de regard critique sur ce type de mini-événement, c'est-à-dire de montrer la confusion, l'absurdité de ce type de manifestation. Et je dis ça aussi par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au génocide au Rwanda, de votre inutilité, vous n'avez pas pu. J'ai l'impression de voir dans cet événement et dans cette impossibilité, j'avais l'impression d'identifier des schémas
schémas qui sont de vos schémas d'action, vos schémas de travail. Et voilà, c'est ce qu'on voit. Non, c'est plutôt le contraire. Je pense que la réponse ressort que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire d'un côté, il y a une agitation qui monte et qui est montrée comme ritualiser fin à soi-même, et puis de l'autre côté, un regard le plus possible maîtrisé, je pense. Ou en tout cas, il n'est pas pris dans cette même agitation, dans une distance. Oui, non, mais je disais pas que j'ai compris la réponse. Oui, bien sûr. Je disais pas que vous étiez dans un état de tension, d'agitation, crescendo, non. C'est juste que ça aurait pu être une autre photo, un autre contexte, mais là, en l'occurrence, c'est Est-ce que c'est un drapeau, ce vert? Ah oui, c'est un drapeau du Fata? Non, le Fata n'est pas présent à Gaza depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, du djihad islamique. La perspective des fils électriques nous amène sur les soldats qui Oui, regardent. mais les soldats sont invisibles, on ne peut pas les Ils voir. sont quelque part là. Ils sont dans ces bâtiments-là. Si on regardait votre image comme on regarderait le no comment sur Euronews, est-ce que ça ferait sens pour vous? Vous avez, enfin, est-ce que c'est finalement côté rencontre quelque chose lié avec les limites évidemment d'image, ce qui se passe, les limites aussi de ce qu'on peut voir, etc. C'est souvent ce qu'on voit dans ces épisodes. Non, j'espère que c'est pas la même chose, parce que je fais beaucoup d'efforts pour que mes photos soient autre chose que des fragments aléatoires du réel. Je fais vraiment beaucoup d'efforts. D'accord, ok. Mais c'est intéressant comme analogie en tout cas. En fait, c'est toujours des scènes de crime que vous montrez. De crime. On sait qu'il va y avoir un mort ici, ça a jamais sur la précédente. Les scènes de mort, sans doute, oui, pas toujours d'ailleurs. Il m'est arrivé même de photographier des choses absolument institutionnelles, des réunions politiques ou des leaders comme Bush. Donc, évidemment, je ne photographie pas la guerre. Ce serait peut-être un objectif trop réduit, mais la guerre est assez présente, oui, et la mort est assez présente, oui, dans les photos. Mais on le sait, la photographie a un rapport très intime avec la mort elle-même. It's worth emphasizing, just because I saw these photographs the other day in Luc's studio in Paris. Not even the final prints, because they weren't made yet. So what I was seeing was something roughly that size, with a kind of preliminary printing, right, on, in effect, pieces of paper that were tacked up to make the picture. But, I mean, what's worth emphasizing is just, if the real photograph were here, the degree of detail, the degree of clarity, the degree of being able to look into it is so much greater. You know, I was remembering when I was there, just how important, like this, you know, here's the injured boy being carried towards us. It's easy, in a way, not to see that in this situation.
and then these figures are reacting to it. By the time we overhear, they're not aware anymore. And the hands are, you know, kind of fantastic. And what you feel is that, you know, you let me put it. It's a sort of, in a way, a familiar thing in photography, right? It would be impossible for anyone, being where you were when you made that photograph, to fully see everything that's in the photograph, right? So the operation, I mean, what Luc is describing, I think, and even what you mean by it, you have to have put yourself there. You have to be in some kind of right relation, what you're calling légèreté, to the situation. And then, using your apparatus, you make the picture, which sees in a way what you could not have seen in that detached way. You could not have seen everything happening. And then you go back and you develop and you see what you have, and you find out whether you have the picture. I mean, I know from previous conversations with Luc that he always feels it's possible to go somewhere and be in situations and make the photographs and come back and not have Of course. anything you can use. Yeah, but it's just worth, exactly. It just has to be, you know, it should be emphasized, because I mean, this is partly what the whole issue of the intentionality is. I mean, not only it's possible, but it happens half of the time. Happens half of the time. Okay, so then the photograph, I mean, when something then results that you accept, it has, you know, a quality of surprise for you, right? A quality of, you could not have known that you had in some full way. You could only have known that you put yourself in that situation and did what you could. And then you find out. And what you find out is more than you could possibly have seen at that moment. And that's, it's obvious, but I just want to emphasize it because it's also so central to photography, right? This would be a huge difference between photography and painting, right? Anything in a painting is put there by the painter, right? It's put there. It has to be willed to be there. If a painter were making this painting, he or she is putting everything there. For the photographer, it's another kind of operation. It kind of is, there's a certain magic of another sort, of you do this thing and then you find out, you hope, you see what that is. And it's part of the relation to, you could not have intended, right? It was not possible, right, to, ontologically, to intend everything in this photograph, right? A whole lot of this just had to be the world giving you the photograph if you get in the right relation to the world and the moment and the situation. And so that's part of what, you know, we are trying, right, to understand this particular kind of project, right? And it is very important that these photographs are large, that they're of a certain size, right? It's part of this whole larger development of the making of the large photograph. But you can also see, I mean, it's another instance of why it would be wrong, why it would be fatuous to say that, well, photographers are making their photographs large so they can be like paintings. Because it's not like a painting. It is in a way purely photographic, but something is even revealed about photography as a medium by virtue of it being large and holding the wall, right? It couldn't have been revealed if it were in a format of a news photograph. You know, if you encountered a version of this photograph in Newsweek, or Partie or something like that, it's completely different
object. Of course. So we're dealing with, I mean, again, this is, I mention this simply because this gets into the kind of questions of medium and the essence of the photograph and the relation of photography to painting. And you see that all these questions are things that have to be worked out every single time when you're looking at something like a new work. You know, it's not just a permanent relation. It's not like you reflect and you say, okay, that's the nature of the photograph, and that's the nature of the painting. It's much more interesting and much more complicated. And what happens in Luc's, I mean, for me, right, part of what was so interesting to me, to say the least, when I first encountered the photographs was that I felt I'm seeing something I haven't seen before. Right? I haven't seen, I've been looking at large photographs, right? At the moment when I saw this, I had spent the last few years looking at large photographs by different photographers. Not as much as lots of people in the world, but still, I'd seen quite a few. And this was something different. This was something new. And that's what, I just want to emphasize that the particularity of what's going on here. Does this make sense? May I say, just, Yeah. I don't want to interrupt you. No. Maybe a word, it's the same thing you say, but another word is contingency. Contingency. This is important for me, this word, and it perfectly corresponds to what you said. Something is happening. And there, in this precise moment, this is contingence. And what press images and television images, informational images do is to make us incapable to confront with that, with contingence. Makes us brings us in a situation where we cannot make experience We cannot make the experience of contingence. All this preformatage, I don't know the word in English. Also a question of cutting. Is a way to avoid to have a relation with contingence. So contingency is what become more and more impossible to experience because of the abundance of images, because of, and maybe we can better understand some of what you said in terms of be open to that, reopen in a way this meeting with experience. A part of contemporary philosophy is questioning about a sort of anesthesia, about anesthesia, a difficulty to be sensible to contingency. This is an important part of actual philosophy. And in a way, some experience, some projects like yours could be described as a tentative to reopen the space of experience and to be confronted to contingency. Maybe? Maybe. Why not? Mais je sais en tout cas que je recherche quelque chose en sachant que ça n'a de valeur que pour moi. Je n'ai pas, sûrement pas là encore d'intention d'ouvrir des possibilités, de retrouver la possibilité de... Vous n'avez pas d'exigence par rapport à celui qui regarde? D'exigence? Pas de désir au moins, enfin, un désir d'exigence. Non, je fais confiance. J'ai confiance dans l'image si elle est réussie, et en tout cas j'ai confiance
dans mon appareil, ça c'est la première chose, dans la photographie, dans l'enregistrement, le processus d'enregistrement, je sais que ça fonctionne, et que plus on laisse ce processus tranquille, mieux ça marche. Je voulais revenir sur le... J'étais frappé de la réaction que je dis, mais c'est Al-Fatah. Non, Al-Fatah n'est pas dans le territoire depuis, je sais pas. C'est-à-dire que tu sais tout, en réalité. C'est-à-dire que c'est cette affirmation de disparition, elle est possible à condition de tout savoir. Histoire, politique. C'est-à-dire sans ça, c'est impossible. C'est comme le chasseur dans les bois. Il peut se cacher dans les bois. Exactement. Oui. Voilà, c'est vrai. Peut-être qu'il est possible que cette légèreté ou cette débilité même soit une affection, quelque chose de relativement simulé. Mais en tout cas, ça fait partie du protocole, c'est établi de cette manière-là. Mais ça fait partie du protocole aussi de tout savoir. Non. Je pense que le savoir, il est au résultat d'un certain nombre d'années passées. Voilà, mais c'est pas. En tout cas, c'est pas la volonté de se documenter comme doit faire un journaliste avant de partir en reportage, de se documenter, d'accumuler les informations, le savoir, etc. Do we have another few minutes? Yes. Do we have the slide projector? So, you could take this off, Luke. Okay. So what I'm going to show you now, just quickly, are some photos by Andreas Gursky. Okay? And you'll see why I'm showing you these, all right? So this is an early photo by Gursky. Gursky is another one of the students of the 𝙩𝙙𝙤. Okay? He's today, I don't know, in his 50s. This is a photo from, let's say, in the early 1980s. And he finds himself going out to the airport in Düsseldorf. And he shows these people on a Sunday. And they're looking, can you see that's an airplane taking off up there? So that's what it's about. Can you see that right from the start? I mean, on the one hand, we could say, well, these people seem to be sort of absorbé in what they're doing. But the crucial thing is, we're behind them, we see them at a distance. There's a certain sense of a kind of distance and separation, right, between us and them. This is going to be basic to what Gursky wants. This is the most important photo for him that he ever made. It's called Klausenpass. It's from 1984. And do you see the little figures on the hillside? Let's see if I can make that any clearer. So the story is, he went to Switzerland, and it's like a friend of his said, oh, would you take a picture like that? So he took the picture, and came back in Düsseldorf, and sometime later, he developed the photo. And he discovered those figures on the hillside. Supposedly, he hadn't even seen them at the time. Okay, that's again something that photography could do. You can't imagine that in painting, right? If you had a picture with little figures on a hillside, the painter put it there. He saw that something happened here that was going to be basic for him. So what is it? What is it that happens here? This is what I think happens here. We sense, looking at this, without even thinking about it, that because of the distance between
us, the camera, the photographer, and those little people on the hillside, there's a kind of absolute separation between those figures and us. And what is, or between those figures, and you could even say Gursky and his camera. What kind of separation? Well, it's the distance, and you feel it's non-reciprocal. If they looked this way, they couldn't see anything. They wouldn't see Gursky. Only the camera, with its very good lens and its very sensitive film and everything else developed at a certain size, can see the people on the hillside. So you're getting a kind of break. I mean, what I want to call it is a kind of severing, kind of cut or severing. On the one hand, the image is completely open. This is going to be basic to Gursky. Completely open to view. You know, to be seenness, absolutely, kind of radical openness. But also, at the same time, the sense of an absolute separation between the viewer and what, so it's like the viewer's eyesight goes into this, you can see everything with a kind of hyper clarity. But there's a complete ontological cut between this side of the photograph and the conditions of seeing. It's like the conditions of possibility for all that visuality is a sense of absolute separation. Okay? You may start to sense already where I'm going with this in relation to Luc. So then we get these famous photos. Radigan swimming pool. We're up in some strange relation to the pool. It's like a point of view. We're above it. Again and again, Gursky gives us these elevated points of view. But you don't even sort of imagine the point of view. You don't imagine, was there a building there? Did he go up a store? It's as if the camera is like some disembodied visual apparatus that just reveals this scene from above. We see all these figures back there. Again, spread out before us, offered to our seeing, and the image that the commentators, the critics who write about Gursky use again and again and again, is they say, it's like another world. It's like another world. Gursky, Gursky photographed, it's like another world. Or he photographs like someone coming from another world, like from another planet. That's the metaphor they use again and again. Salerno, 1990. Okay, you see it's again and again, we're getting something very similar. Tokyo Stock Exchange. Autopass, Metman, from the 1990s. And this is from an Autobahn in Germany. On the side walls of the Autobahn, of this overpass that goes across above a field below in which we see these cows, they painted these bands so that people wouldn't get so fascinated looking through the transparent walls that they'd get into crashes. So we've got these things drawn there. And this is a perfect example. On the one hand, people say, well, it's like abstract art. Yeah, but what it's also about, this really gives you the sense of how strong the separation is. Gursky again and again chooses these motifs that make this sense of an absolute separation between us, who are given everything that's to see, but it's like from another universe. This is a scene of a workshop, a kind of factory in Vietnam, with hundreds and hundreds and hundreds of workers making straw baskets and things like that. Again, seen from this crazy elevated point of view, and then worked on with a computer to get the thing as level and in focus, although it must be a number of photos taken, put together in a certain way to give us this feel. You could say on the one hand, it's like all these people are again absorbed in what they're doing, but again, that's less important than the sense of this endless number of people engaged in what they're doing, seen from above, and they're under condition of like complete separation. You know, you ask, what is our relation to this? Right? It's as if we don't exist, or we exist in some other universe,
but everything has been made completely visual. Right? Okay, that's the end. All right. So, what I want to say, this is, I already knew what I was going to write about Gursky. I'm not sure I'd written it yet, but I already knew what I was going to write about Gursky in my book. But I was seeing him in terms of this, on the one hand, complete visibility, on the other hand, absolute severing, cutting, or separation. Am I making this clear? The kind of, it's like, we're not there. It's like he's found a technique where it's not okay. And then I saw Luc's work. Okay? And for me, Luc is something like the complete opposite. Right? The complete opposite in the sense that, and I don't, it's not that, I don't think for a minute that Luc was thinking about Gursky. I mean, when you, a lot of the time in a situation like this, when you see relationships, you know, often opposite sorts of relationships, or dialectical relationships between one body of work and another body of work, between one artist and another artist, it's not because either artist is thinking about the other artist, it's because in the situation of a given large moment within an art, there are these different structural possibilities, right, which are going to get taken up sometime. Not all of them will get taken up, but some of them get taken up. And it's as if what Luc came up, I mean, found himself driven to as a project is something like, here we can, let me kill this and let's put one of your pictures back. We can have them together if you want. Is something like the complete opposite, right? In the sense that one of the things that can be, I mean, I have always loved Luc's account of what it is at the sort of limit that he would, the way he thinks about what he's doing. In other words, that he has to be there. You know, and you feel that in the photograph. You feel Courbet had to be, in order for Courbet to make those paintings, he had to be in front of that canvas, making the canvas. Right? And you feel that. You feel that the canvas attests to the presence of Courbet making the painting. And then the world comes. Luc has to find a way to make himself present in the right way to this thing in the world, to the world. Right? It's like Courbet, it's different from Courbet. He has to make himself present in the right way, in the way he describes it, with a kind of légèreté, with what there's a way, if it's done in the wrong way, with too much of a kind of intentionality, with a certain kind of anxiety, there's almost like a state that he describes of how he has to be in relation to this thing, the world, in the world. And then, if he's really, really lucky, if he does it really right, if the world cooperates, if everything comes off just right, then it's as if he can, by virtue of that, as it were, disappear, dissolve, dissipate, dissolve. Courbet is painting himself into the picture. Luc is not photographing himself into the picture. That's not the project. I don't even know how one would begin to do that. But if he can get himself into the right relation and make the picture, then by virtue of that right relation, it's as if he disappears and the world is there, and what we are able to feel is something like its presence to us. Right? So in a funny way, it's like it's the opposite of Gursky. It feels to me almost like it heals the cut that Gursky makes. Do you see what I'm saying? With the condition for Gursky is this kind of severing and separation, and it's as if in Luc something comes back together. It's the opposite of severing. It's the opposite of cutting. It's something like a continuity.
not of Luc having put himself into the picture, but of having done this thing and then, as it were, dissolving so that the world is there in the photograph, right, for us. So for me, that's part of the, the experience, what I've, come to see and I, deeply appreciate in his work. It's a strange, it's strange to try to describe it, but it's to say that, I mean, again, if there's any truth to this, this is the kind of thing that, photography, that art can do, and what we have to do each time is like try to see what's happening in these works that's different from these works, that's different from these works. It's not a kind of large-scale general project like making large photography. But I think when Luc comes back with the few photographs that he considers successful, what we're seeing is something rather remarkable in this way, and possible only at this scale, and possible only under these kind of conditions, right? So I'll stop now, but I think, I just wanted to take the discussion towards the other photography and just bring out this aspect of what, I have no idea what, I hope Luc would not mind what I said, but it's not something, it's not something we've, explored at length between us, but this is... No, on the contrary, you explain everything much better than I do, so it's perfect. So it's also to say that it's a, Luc should now leave the room, but it's a remarkable project. Huh? So the photos that he has produced in all of this, in my opinion, are